Je travaille comme contrôleur dans un cinéma depuis 3 ans et pendant cette période, il m'est apparu clairement que les règles de notre cinéma sortaient, disons, un peu de l'ordinaire. Bon, c'était un mensonge. Elles sont complètement folles. Mais vous pourrez vous en rendre compte par vous-même. Je m'appelle Sean, j'ai 21 ans et je travaille ici depuis 3 ans. Il y a 2 raisons pour lesquelles je me suis retrouvé ici et pourquoi je ne suis pas parti quand j'ai compris à quel point cet endroit était maudit. La première, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'employeurs prêts à embaucher un décrocheur scolaire avec un casier judiciaire pour vol mineur et possession de drogue. Dans ma jeunesse, j'ai pris plusieurs mauvaises décisions. Et même si je suis maintenant sur le droit chemin, ces choix regrettables ont marqué ma vie à jamais. La deuxième raison, c'est le salaire. Le travail d'un contrôleur consiste à vérifier les billets, à nettoyer les salles entre les séances et à s'assurer que tout se passe bien pendant les films. En général, les contrôleurs de billets, s'ils ont de la chance, touchent le salaire minimum. Moi, en revanche, je gagne autant qu'un manager dans n'importe quel établissement classique. Mais quand on pense à ce que je dois affronter chaque jour, ce salaire ne semble plus si attrayant. Mais vous vous en fichez, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour l'histoire, et je ne vous décevrai pas. Voici donc les règles de mon cinéma. Règle numéro 1. Ne jamais, en aucune circonstance, ouvrir la porte de la salle numéro 3 après le début du film. Cela semble simple, n'est-ce pas? Cette règle et le fait que j'ai failli l'enfreindre ont été pour moi les premiers signes que ce cinéma n'était pas tout à fait normal. Même en sachant qu'il y a la salle numéro 3, vous serez tenté d'y entrer. Cette salle était rusée et elle essaiera de vous tromper par tous les moyens possibles. Vous entendrez peut-être quelque chose à l'intérieur. Quelqu'un pourrait vous demander d'ouvrir la porte, mais vous ne devez en aucun cas le faire. La première fois que j'ai failli entrer dans la salle numéro 3, c'était 1 semaine seulement après avoir été embauché. J'avais bien sûr lu les règles et elles m'avaient déconcerté, mais je n'avais pas posé de questions. J'avais désespérément besoin de ce travail. Si je devais accepter des règles extravagantes et mystérieuses pour toucher mon salaire, qu'il en soit ainsi. Je faisais le ménage dans le hall principal, où se trouvent les entrées des différentes salles de cinéma, quand je l'ai entendu. Des coups sourds sur une surface dure. Et le bruit venait de la salle numéro 3. Je me suis précipité vers la porte. Il était clair que quelque chose n'allait pas à l'intérieur. Un mince filet de fumée s'échappait de sous la porte. Les coups sont devenus plus forts, comme si quelqu'un frappait à la porte de l'intérieur. La poignée de la porte tournait en grinçant dans sa gâchette, tandis que la personne de l'autre côté essayait désespérément de sortir. « Allô » ai-je crié en collant mon oreille contre la surface plane de la porte. « Laissez-nous sortir, aidez-nous » a répondu une voix de l'autre côté. C'était une voix de femme, dont chaque mot était empreint d'horreur. En dessous, j'entendais un léger sifflement, semblable à un vent violent dans un tunnel. Il m'a fallu 1 seconde pour comprendre ce que c'était. Des flammes. « La porte était bloquée. Vous devez nous laisser sortir » a crié la femme désespérément. La fumée qui s'échappait de sous la porte était sombre et âcre, et j'ai toussé lorsqu'elle m'a envahi la gorge. De l'autre côté, les coups de poing ont repris. « Laissez-nous sortir, s'il vous plaît, laissez-nous sortir. » Je me suis étiré vers la poignée de la porte. Toutes les règles que je connaissais se sont envolées de mon esprit. Il y avait des gens qui avaient marre besoin de mon aide. Une main s'est tendue derrière moi et m'a attrapé par l'avant-bras. J'ai sursauté de surprise et je me suis retourné. C'était David, mon manager. Je ne lui avais parlé qu'une seule fois, lors de l'entretien d'embauche, où il m'avait semblé calme, mais distant. À présent, il était furieux. La colère se lisait sur chaque trait de son visage. Règle numéro 1, ne l'oublie jamais. « Il y a le feu, David. La porte est bloquée. Nous devons les sortir de là. » Le feu? Oh, il est inventif aujourd'hui.
murmura David en souriant. Il a décidé d'essayer un nouveau tour. Puis il redevint sérieux. Ce n'est pas pour rien que nous avons des règles. Laisse la salle numéro 3 tranquille. Tout va bien là-bas. J'avais du mal à en croire mes oreilles. La femme à l'intérieur cria à nouveau. Elle s'étouffait en prononçant ces mots, car la fumée envahissait ses poumons. « Aide-moi, Sean, je ne peux plus respirer. Laissez-nous sortir !» David se remit à rire. « Tu l'entends, David, ils vont mourir !» m'écriai-je, incrédule devant tant de cruauté. Eh bien, je n'allais pas laisser ces gens mourir à cause de lui et de ses règles complètement folles. Je tendis à nouveau la main vers la poignée de la porte. David me regarda droit dans les yeux. « Comment connaît-elle ton nom ?» Je me figeai. Lui avais-je dit mon nom? Non. Je regardai à nouveau la porte. Pas de fumée, pas de coup de poing. Je frappai prudemment plusieurs fois. Personne ne répondit. David posa sa main sur mon épaule. « Tu vois, Sean, dit-il patiemment. La salle numéro 3 restera fermée quoi qu'il arrive. Dans 20 minutes, le film sera terminé et tout le monde sortira sain et sauf. Je te le promets. » Mais je l'ai entendu. J'ai vu de la fumée, ai-je murmuré, bredouillant, pris de panique. Tu as vu ce qu'il voulait te montrer. Crois-moi, Sean, la salle numéro 3 fera tout pour te forcer à ouvrir cette porte. Mais il n'y était pas parvenu pendant 13 ans. Et bon sang, il n'y parviendra pas maintenant non plus. Tant que je serai directeur ici, je ne laisserai pas cela se reproduire. Il m'éloigna doucement de la porte. Lorsque le film de la salle numéro 3 se termina 20 minutes plus tard, une foule de gens en sortit. Tout le monde était sain et sauf. J'ai vérifié la salle après. Il n'y avait aucune trace d'incendie. Règle numéro 2, si vous voyez une personne déguisée en personnage de film, emmenez des enfants hors du hall, prévenez immédiatement le directeur. Vous savez, dans beaucoup de cinémas, on engage des personnes déguisées pour promouvoir les nouveaux films. Par exemple, quand un nouveau film Star Wars sort et que des types en armure d'assaut se promènent dans le bâtiment pour susciter l'intérêt du public. Je détestais ce genre de choses avant même de commencer à travailler ici. L'un de mes petits boulots après avoir quitté l'école était dans un parc d'attractions miteux à la périphérie de la ville. Je devais porter le costume en fourrure rance et non lavé de la mascotte du parc pendant 8 heures d'affilée, 6 jours par semaine. Même aujourd'hui, la vue de l'un de ces costumes me donne la nausée. Donc, la règle numéro 2 est une sorte d'énigme. Je n'ai dû la suivre qu'une seule fois, et je ne suis même pas sûr de ce qui s'est passé exactement à ce moment-là. Mais c'est une histoire intéressante, bien qu'effrayante, qui pourrait vous plaire. Ce jour-là, nous avions la première de La guerre de l'infini. Le directeur avait engagé plusieurs cosplayers déguisés en personnages principaux pour qu'ils se promènent dans le hall et prennent des photos avec les fans. En gros, ça ne me dérangeait pas, malgré mon expérience passée. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que David a réuni tous les caissiers avant le début du service et nous a obligés à apprendre par cœur la liste des super-héros engagés. Il était absolument intransigeant à ce sujet, insistant pour que nous les connaissions par cœur. Sans l'incident de la salle numéro 3, j'aurais pensé qu'il était devenu fou. Mais maintenant, je savais que cet endroit n'était pas ce qu'il semblait être. La liste n'était pas longue. Je m'en souviens donc. Captain America, Black Panther, Doctor Strange, Thor. Avec le recul, le pauvre type habillé en dieu du tonnerre devait être sous le choc de voir son personnage préféré devenu obèse dans The End. J'ai compris que quelque chose n'allait pas lorsque je suis sorti d'une des salles de cinéma et que j'ai vu un homme vêtu du costume unique et inimitable d'Iron Man marcher lentement dans le hall en direction de la poubelle. En m'approchant, j'ai vu que quelque chose n'allait vraiment pas. Son costume était autrefois de grande qualité, mais il semblait désormais usé. Il était sale et rayé, certaines parties les menaçaient de se détacher.
Il dégageait une odeur horrible, comme celle d'un animal, écrasé sur la route par une chaude journée d'été. Mais le pire, c'était qu'un liquide s'écoulait des coutures de son costume. Il était d'une couleur brun foncé, répugnante, visqueux, presque comme du sirop séché. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu qu'un groupe d'enfants le suivait. Aucun d'entre eux n'avait plus de 13 ans. Ils regardaient devant eux, indifférents, suivant la silhouette malodorante qui les éloignait de la foule dans une sorte de procession insensée. Mon expérience avec la salle numéro 3 m'avait appris tout ce qu'il fallait savoir sur les règles. Je me suis précipité dans le bureau du directeur, j'ai fait irruption à l'intérieur et j'ai crié à David « Règle numéro 2, costume d'Iron Man, se dirige vers les poubelles, emmène 3 enfants. » Un bruit sourd a retenti dans le bureau. David s'était levé si brusquement de sa chaise qu'elle était tombée par terre dans un grand fracas. « Merde, merde, merde. J'aurais dû le savoir. Je n'aurais pas dû embaucher quelqu'un. Je n'aurais pas dû embaucher quelqu'un. Merde, j'aurais dû le savoir. » Il fouilla dans le tiroir de son bureau, qu'il ouvrit rapidement avec sa clé. J'aperçus ce qu'il en sortit avant qu'il ne le cache dans la poche de son pantalon. Un flacon contenant un liquide transparent et un long couteau dentelé en bronze. En sortant précipitamment du bureau, il s'arrêta, m'attrapa et me glissa dans la main un bout de papier froissé. « Fais en sorte que personne n'entre dans la salle des poubelles. Ne laisse entrer personne. Compris? Si je ne sors pas dans une demi-heure, déclenche l'alarme incendie et évacue le bâtiment. Ensuite, appelle le numéro inscrit sur ce bout de papier. » Je n'avais pas le temps de poser des questions. David sortit en courant de la pièce et je me mis à courir derrière lui. Lorsque nous avons tourné au coin, j'ai vu que l'homme de fer avait presque fait entrer les enfants dans la salle des poubelles. Il était à environ 3 mètres de la porte et les enfants le suivaient toujours aveuglément. David passa devant eux et ouvrit la porte avec force. Puis, d'un mouvement précis, il attrapa cette créature en costume, la jeta à l'intérieur et claqua la porte. Les enfants sursautèrent comme des marionnettes dont on aurait tiré brusquement les ficelles. Puis, ils regardèrent autour d'eux, perplexes. Ils ne comprenaient donc probablement même pas comment ils étaient arrivés là. Ils firent donc ce que n'importe quel enfant aurait fait dans une telle situation. Ils se mirent à pleurer. 23 minutes s'écoulèrent avant que David ne sorte de la salle des poubelles. Sa chemise, autrefois propre, était tachée de rouge foncé et il dégageait une odeur nauséabonde. Il avait l'air fatigué. « Range là-bas, Sean. Si tu trouves de quelque chose d'étrange dehors, un sac poubelle, ne le touche pas. Viens juste me le dire. » Il se traîna jusqu'à son bureau. La salle des poubelles était en désordre. Un liquide sombre et nauséabond recouvrait le sol, les murs et même le plafond. Dans un coin, il y avait plusieurs sacs en plastique noir. Une tache humide de ce même liquide sombre et répugnant s'étalait lentement sous les sacs. Règle numéro 3. Si une personne avec un tatouage sur la joue gauche veut quelque chose du bureau des objets trouvés, ne le lui donnez pas. Cette histoire n'est pas directement liée à mon expérience personnelle, mais j'ai tout de même quelque chose à dire à son sujet. Après l'incident avec la règle numéro 2, David a commencé à se montrer plus gentil avec moi. Je pense qu'il m'a fait un peu plus confiance, car il a compris que j'avais appris la leçon et que les règles n'existaient pas sans raison. Elles avaient été créées pour nous protéger tous. J'étais curieux de connaître la règle numéro 3. Au bout d'un certain temps, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai posé la question. Un jour, avant la prise de service, je suis entré dans son bureau et j'ai demandé prudemment à David « Excusez-moi de vous déranger, mais pourriez-vous m'en dire un peu plus sur la règle numéro 3 ?» David a esquissé un sourire. « Ça t'intéresse, hein? Ne t'inquiète pas, ça m'intéresserait aussi. » Il a commencé à fouiller dans ses tiroirs et ses dossiers.
Finalement, il m'a tendu plusieurs feuilles jaunies, agrafées dans un coin. « Tiens, lis ça pendant ta pause. J'espère que cela satisfera ta curiosité. » À la récréation, je m'assis dans notre vestiaire et fis exactement cela. Les papiers s'avérèrent être en fait plusieurs coupures de journaux agrafées ensemble. La première datait de 15 ans. Triple meurtre horrible. Une famille assassinée dans sa propre maison. Le seul survivant raconte une histoire terrifiante. Le quartier était sous le choc, hier après que la police ait découvert le lieu d'un meurtre horrible dans la maison des habitants locaux, la famille Prescott. Sur les 4 membres de la famille, un seul a survécu. Prescott, âgé de 13 ans, qui a été retrouvé ligoté et bâillonné, mais indemne, dans le salon de sa famille, à côté des restes mutilés de ses parents et de sa sœur aînée. Un parapluie a été retrouvé sur les lieux du crime. Selon le survivant, sa mère l'avait oublié après une sortie en famille au cinéma local plus tôt dans la semaine. David, le gérant du cinéma, a déclaré à nos journalistes qu'un homme tatoué avait récupéré le parapluie la veille du meurtre, affirmant qu'il lui appartenait. La police envisage la possibilité d'un lien entre cet homme et le crime, mais leurs recherches n'ont pas encore abouti. Les 2 articles suivants datent respectivement de 12 et 5 ans et ont été publiés dans différents journaux, mais racontent à peu près la même bonne histoire. Meurtre de masse. L'une mentionnait un objet provenant de notre bureau des objets trouvés, découverts sur les lieux du crime. L'autre n'en faisait pas mention, mais David avait écrit au crayon, en dessous, « C'est le même homme. Que signifie le tatouage? Il faut créer une règle à son sujet. » Le dernier article m'a vraiment effrayé. Il n'était pas récent. En fait, il s'agissait simplement d'une photo imprimée d'une page qui semblait très ancienne. L'année imprimée en haut indiquait qu'elle provenait de Londres, en 1899. L'inscription était à peine lisible, mais le titre m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Craignez la scène. Un théâtre londonien ferme ses portes sur fond d'une série de meurtres, tandis qu'un mystérieux assassin emporte des objets oubliés. Certaines règles sont plus difficiles à suivre que d'autres, et certaines sont plus fréquentes. La règle numéro 4 est l'une des plus rares, et Dieu merci. Règle numéro 4. Si la lumière s'éteint pendant le nettoyage de la salle, restez assis. Le film va commencer. Vous devez le regarder jusqu'à la fin. Ne détournez pas les yeux de l'écran, quoi que vous voyiez ou entendiez. C'est cette règle qui m'a le plus inquiété lorsque je l'ai lue. Ayant déjà été confronté aux règles 1 et 2, je savais à quel point les conséquences du respect ou du non-respect de nos commandements pouvaient être graves. Mon expérience avec la règle numéro 4 s'est produite alors que je rangeais la salle numéro 1 après la séance, sans avertissement. Ce que je redoutais depuis des mois s'est produit. À ce moment-là, la lumière s'est éteinte. Il n'y a pas eu de cliquetis, comme celui d'une ampoule qui grille. Une seconde auparavant, j'étais dans une salle bien éclairée, et la seconde d'après, je me tenais dans l'obscurité totale. Je me suis figé. Même si je m'y étais préparé mentalement pendant des semaines, je me suis figé. Assieds-toi, bon sang, assieds-toi. Finalement, mes membres ont obéi à mon esprit. J'ai sauté là où j'espérais trouver la rangée la plus proche et je me suis effondré sur place, juste à temps. L'écran s'est allumé, s'est rempli de parasites, puis s'est transformé en une image d'un sous-sol sombre et humide. La qualité de l'image était ancienne, comme sur une pellicule 8 mm des années 90. À travers l'écran granuleux, j'ai distingué une chaise au centre de la pièce. Un jeune homme y était attaché. Il luttait contre ses liens et je voyais qu'il était blessé. De minces filets de sang coulaient sur son visage depuis une blessure au-dessus du sourcil, et ses mains étaient à vif à cause des cordes. Il y avait quelque chose de terriblement familier chez ce prisonnier. Pas son visage. Je ne l'avais jamais vu de ma vie, mais ses vêtements.
Je me figeai en entendant un bruit derrière moi. C'était le grincement d'un siège de cinéma. Des frissons me parcoururent dans le dos. Quelqu'un ou quelque chose venait de s'asseoir derrière moi. Je dus faire appel à tout mon sang-froid pour ne pas me retourner ou bondir de ma place et me précipiter vers la sortie. Je fixai l'écran, priant pour que cela se termine rapidement. L'homme à l'écran cessa de se débattre. Il regardait quelque chose derrière la caméra. Il me fallut une seconde pour comprendre qu'il devait regarder le caméraman. J'ai failli bondir de ma chaise quand une voix a murmuré derrière moi « Quel acteur, hein ?» La voix était grave, presque inaudible. Elle semblait presque humaine, mais j'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un être humain. Je ne peux pas expliquer exactement pourquoi. Il y avait quelque chose dans l'intonation de la voix de cette créature, comme si sa gorge n'était pas tout à fait adaptée au langage humain et qu'elle faisait simplement de son mieux pour imiter ce qu'elle entendait. Pire encore, la voix venait légèrement d'en haut et non directement de derrière, où se trouvait la chose assise dans le fauteuil derrière moi. Il devait être absolument énorme lorsqu'il se tenait debout. Devais-je répondre ou simplement continuer à regarder? Les règles ne disaient rien à ce sujet. Je restais silencieux, agrippé à l'accoudoir pour arrêter de trembler, les yeux rivés sur l'écran. La caméra bougeait tandis que la personne qui la tenait s'approchait de son prisonnier. L'homme dans le fauteuil essayait désespérément de reculer, mais ses liens étaient ronnés trop serrés pour lui permettre le moindre mouvement. Et lorsque la caméra s'est rapprochée, j'ai compris ce qui me semblait si familier chez lui. Ses vêtements. Il portait l'uniforme du cinéma. L'uniforme de mon cinéma. « À ton avis, où trouve-t-il ces costumes ?» murmura la créature assise derrière moi. Chaque mot était empreint d'une ironie sadique. Elle jouait avec moi. Je ne répondis pas. Le film dura environ une demi-heure. Je ne vais pas vous raconter en détail ce que j'ai vu, mais je ne veux pas y penser plus que nécessaire. Je ne suis pas sûr qu'il soit possible de décrire cela ici, même en le racontant. Il suffit de dire que je ne souhaiterais pas un tel sort à mon pire ennemi. À un moment donné, j'ai été pris de nausées et j'ai vomi sur moi-même et sur le sol, tandis que mon est prit de spasmes. J'ai failli détourner les yeux de l'écran et à ce moment-là, j'ai senti le souffle chaud et nauséabond de la créature dans mon dos. Elle voulait que je détourne les yeux. Elle voulait que j'abandonne. J'ai relevé les yeux, fixant la scène horrible qui se déroulait à l'écran. La créature derrière moi n'a parlé qu'une seule fois avant que la lumière ne s'allume, aussi soudainement qu'elle s'était éteinte. Elle semblait déçue, en colère. Tu connais le dicton, Sean. Les règles sont faites pour être enfreintes. Du moins, c'est ce que pensait ce type. J'aimerais terminer l'histoire là, mais malheureusement, il y a autre chose. Parce que le type à l'écran était un employé ici. Parce qu'il était mort pour avoir enfreint une règle. Parce que David ne nous a pas tout dit, nous imposant à la place un principe idiot selon lequel on ne doit savoir que ce qu'il faut savoir. Quelqu'un a subi un sort pire que la mort à cause de sa dissimulation, et je vais le forcer à s'expliquer. Toujours couvert de mon vomi et de sueur froide, j'ai traversé le hall d'entrée en ignorant les regards dédaigneux des clients. Je me suis précipité dans le bureau. David a levé les yeux calmement. Règle numéro 4 ou règle numéro 11 ? Règle numéro 4. Bien, bien, bien. Tu connaissais le risque, tu savais ce qui pouvait arriver, mais tu n'as rien dit à personne. Ce type, j'ai vu ce que ça lui a fait. Tu aurais pu l'empêcher. David soupira avec lassitude. C'est mieux ainsi, Sean. Quoi ? Comment cela pourrait-il être mieux ? Laisse-moi t'expliquer quelque chose, dit David en se levant pour me regarder dans les yeux. Sa voix avait désormais une intonation d'acier et son regard reflétait une rage contenue. Je me tue. Certaines choses peuvent être évitées, si tu les connais. La salle numéro 3 en est un exemple. Si tu sais ce qu'il veut et comment il va essayer de l'obtenir,
il est plus facile de ne pas tomber dans ces pièges. Mais certaines choses, Sean, certaines choses ne font que devenir plus fortes à mesure que tu en apprends davantage à leur sujet. Tu peux éviter d'enfreindre la règle numéro 4 grâce à ce que tu sais. Pour l'instant, tu dois simplement continuer à regarder. Mais plus tu en sais sur lui, plus la créature dans cette pièce peut être directe dans ses tentatives pour te faire détourner le regard. Et le dernier gars, celui que j'ai vu à l'écran, il en savait trop. Même plus que toi maintenant. C'était une erreur que je ne referai jamais, et une leçon que je n'oublierai jamais. Il y a une limite, Sean, que je ne peux pas te laisser franchir. Si tu en sais trop, aucune volonté, ni aucune force ne pourront te retenir de regarder cet écran. Règle numéro 5. Si vous vous retrouvez dans une salle où tous les clients vous regardent et vous sourient, prévenez immédiatement le responsable. La règle numéro 5 est celle qui m'a posé le plus de questions sur ce cinéma et mon travail. Je l'ai découverte environ 1 an et demi après avoir commencé à travailler ici. Voici quelque chose que vous devez savoir sur le travail d'un caissier de cinéma. Nous devons vérifier que chaque film se déroule sans accroc, que les sous-titres fonctionnent, etc. Nous sommes tenus de le faire uniquement au début de chaque séance, mais si nous avons du temps libre pendant notre service, nous aimons jeter un œil dans les salles, au hasard, pour nous assurer que tout va bien. Malheureusement, c'est précisément pour cette raison que je suis entré un jour dans la salle numéro 5 et que j'ai failli avoir une crise cardiaque lorsque j'ai réalisé que toutes les personnes présentes me regardaient droit dans les yeux, avec un sourire effrayant, en essayant de ne même pas cligner des yeux. Je me suis lentement éloigné de la salle. Les clients ne détournaient pas le regard, sans même cligner des yeux. Dès que je me suis retrouvé en relative sécurité dans le hall, j'ai couru vers David, qui discutait avec une cliente près de notre petit bar. Règle numéro 5, ai-je dit en arrivant à sa hauteur moteur. David pâlit. La cliente, une jeune femme séduisante, le regarda avec perplexité. « Je vous prie de m'excuser », marmonna David à son intention avant de se tourner vers moi. « Quelle salle ?»« La 5e. »« Suivez-moi. » Nous courûmes vers la salle. Une fois à l'intérieur, David m'a fait signe de rester en bas, près des rangées de sièges. « Reste ici. » Il n'a pas eu besoin de le répéter 2 fois. La salle, remplie de clients, était silencieuse. Toutes les têtes se sont tournées en silence pour suivre David lorsqu'il a traversé la salle et s'est arrêté au milieu. « Que voulez-vous » dit-il en s'adressant à toute la salle. Toutes les personnes présentes dans la salle ouvrirent la bouche à l'unisson et dirent d'une seule voix « Bonjour, directeur. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. »« Arrêtez vos bêtises, » grogna David. « Je connais votre jeu. Que voulez-vous cette fois-ci » La salle éclata d'un rire glacial et synchronisé. « Toujours aussi direct. Je t'ai toujours préféré à ton prédécesseur, tu sais. » David serra les mâchoires. Ses mains étaient crispées en poing. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère. « Dis-moi simplement ce que tu veux, » siffla-t-il entre ses dents. « Dis-moi ce que tu veux et laisse ces gens partir. »« Ah, tu es si impatient. Tu veux en finir au plus vite, » répondit la foule. « Je veux que tu ouvres la salle numéro 3. Tout de suite. » David pâlit. « Non, demandez autre chose. Il y a une ligne que je ne franchirai pas. Il y a des règles. » Les créatures derrière la foule rirent à l'unisson. « Ah oui, tes précieuses règles. Tu crois qu'elles peuvent arrêter quoi que ce soit? Elles n'arrêtent rien, David. Elles ne font que retarder l'inévitable. Tu me donnes des informations gratuitement, » dit David d'un ton sarcastique. « Tu as changé depuis notre dernière conversation. Je te dis simplement ce que tu sais déjà, et mon prix reste inchangé. Tu rouvriras la salle numéro 3. » Pour la première fois, David hésita, juste une seconde, mais les créatures le remarquèrent et se moquèrent cruellement de lui. « J'ai déjà dit que je ne le ferai pas. Cette règle n'est jamais enfreinte, » dit-il finalement.
Tu as oublié ton histoire en seulement 13 ans ?» ricana la foule. « Le sort de ces gens est entre tes mains, David. Tu sais ce qui leur arrive quand mon prix n'est pas payé. Tu essaies par cette résistance absurde d'expier le sacrifice qui a été fait à cause de ton erreur. »« Je ne rachète rien, » siffla David, « et je n'ai commis aucune erreur. » « Est-ce que celui qui te manque tant serait d'accord avec ça ? » ?»« Je ne pense pas, » répondirent les créatures. Un silence tendu s'installa, puis la foule se remit à parler. Le prix a été payé. Ces gens sont en sécurité. David cligna des yeux, perplexe. Quoi? Quel prix? La salle numéro 3 n'a jamais été le prix. Le tourment de tes souvenirs, ainsi que les questions sans réponse qui vont désormais tourmenter ton serviteur. Voilà le prix. Salaud, murmura David. David quitta la salle sans un mot. La foule le suivit du regard, puis se tourna vers moi. Un sourire, un signe de tête. Puis, d'un seul mouvement, la foule leva les yeux et abandonna son comportement uniforme. La tension cachée s'était dissipée. Ils étaient jambes libres. Règle numéro 6, si un client entend du bruit dans les conduits de ventilation, assurez-lui que vous allez vous en occuper. Prenez l'un des sacs marqués, P6, derrière le comptoir. Entrez dans les conduits d'eau d'aération par la salle des poubelles et déposez le contenu du sac à au moins 10 mètres de l'entrée. Quittez les conduits d'aération aussi vite que possible. C'est l'une des règles les plus simples, même si la contrainte de temps peut sembler intimidante au premier abord. C'est aussi l'une des plus fréquentes. Elle se présente généralement une fois par semaine environ. Heureusement, je n'ai jamais vu personne échouer à cette tâche. La première fois que j'ai dû nourrir la créature dans la ventilation, c'était pendant un service très stressant. Quelques jours auparavant, nous avions eu la première de Skywalker, le lever du soleil, et nous étions encore submergés par des foules de clients. Je nettoyais le pop-corn éternellement éparpillé dans le hall d'entrée lorsqu'un jeune homme à l'air méchant, vêtu d'un t-shirt Star Wars, s'est approché de moi. « Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ?»« Oui, mec, peu importe, » m'a-t-il immédiatement interrompu. « Tu pourrais réparer ta putain de climatisation ? Il y a quelque chose qui fait du bruit à l'intérieur, près de la grille, dans notre salle, et je n'ai pas payé pour cette merde. » Je serrai les dents pour contenir ma colère face aux manières de cet homme, mais je parvins à rester calme. « Oui, monsieur, bien sûr. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. David vous pardonnera probablement d'avoir laissé une salle pleine de gens mourir de Dieu sait quoi, mais il ne vous permettra pas d'être impoli avec les clients. Il est comme ça. Une fois le client parti, j'ai pris l'un des sacs marqués derrière le bar. Il était étrangement lourd et je sentais de l'humidité s'en échapper. En essayant de ne pas y prêter attention, j'ai traversé la salle des poubelles et j'ai ouvert la grille qui fermait le conduit d'aération. J'entendais ce dont se plaignait le client. Un bruit rapide, comme des doigts tapotant sans cesse sur la paroi du conduit. J'en ai eu la chair de poule. C'était un bruit désagréable, comme celui de dizaines de longues pattes fines. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis glissé dans le conduit. L'air à l'intérieur était froid et glacial. Le passage était étroit et j'ai dû m'allonger, avançant à l'aide de mes coudes et de mes genoux. En rampant, j'ai vu dans la pénombre qu'il y avait un tas à environ 10 mètres devant moi. En l'atteignant, j'ai poussé un gémissement. Dans la mine, devant moi, gisait un tas d'os d'animaux rongés. Avec des doigts tremblants, j'ai déballé le paquet et j'ai jeté un poulet entier au sommet du tas de restes. Les bruits dans la mine ont cessé. J'ai retenu mon souffle, puis ils sont revenus, plus rapides, plus forts qu'avant, dans un rythme furieux, affamé, saccadé. La terreur et l'adrénaline ont envahi mon cerveau. J'ai rampé vers la sortie du passage. Combien de temps y suis-je resté? Combien de temps me restait-il? 30 secondes? 20? Le bruit des pas était maintenant accompagné d'un grattement, comme si quelque chose de lourd et de chitineux
se traînaient dans le couloir vers la nourriture et vers moi. Et enfin, mes jambes ont atteint le bout du puits. Poussant désespérément sur mes jambes, j'ai sauté sur le sol de la salle des poubelles et j'ai claqué la grille. Les bruits à l'intérieur cessèrent. En tendant l'oreille, je distinguais le bruit de chair qui se déchirait. Et c'est l'une des règles les plus simples, l'une des règles les plus rares que nous ayons, est la règle numéro 7. Je n'y ai été confronté qu'une seule fois, il y a environ 6 mois, et j'espère sincèrement ne plus jamais avoir à m'en occuper. Règle numéro 7. Si vous remarquez que vos ombres ne sont pas synchronisées avec votre environnement, retournez le plus vite possible dans la dernière pièce où vous vous trouviez, seul. Fermez la porte, puis retournez dans le hall d'entrée. Jusque-là, ne touchez en aucun cas votre ombre. Le plus grand danger auquel vous pouvez être confronté dans ce travail est de vous habituer trop aux bizarreries. C'est précisément cette erreur que j'ai commise avec la règle numéro 7. J'ai baissé ma garde. J'ai cessé de faire attention. J'ai traversé le hall d'entrée depuis la salle numéro 6 avant de réaliser que je n'avais plus d'ombre. Une sueur froide a recouvert mon front. Je me suis retourné. Mon ombre, complètement séparée de moi, gisait sur le sol près de la porte de la salle numéro 6. Et l'autre contrôleur, un type nommé Liam, se tenait entre moi et elle. Il me regardait droit dans les yeux, un sourire narquois, figé sur le visage. Je devais réfléchir vite. Quoi qu'il arrive, je devais retourner dans la salle numéro 6. Mais avec Liam sur mon chemin, je n'avais aucun moyen d'y arriver, sans le heurter. « Sean, tout va bien ?» a crié David depuis la porte de son bureau. Il semblait inquiet, voire alarmé. Pouvais-je lui répondre? Cela ne ferait-il qu'empirer les choses? J'ignorais la question et me dirigeais vers la salle numéro 6. Plus je regardais autour de moi, plus je réalisais à quel point mon environnement était étrange. Chaque ombre était projetée dans une direction différente, comme si chaque objet était éclairé par sa propre source de lumière. Je me rapprochais de Liam. J'ai ralenti le pas en marchant de manière à paraître détendu. Du moins, je l'espérais. Si seulement je pouvais passer devant lui et la porte. « David t'a posé une question, Sean, » a dit Liam. Un léger sourire était toujours sur son visage. Il a fait un pas vers moi, me barrant le chemin. Je l'ai entendu. Liam, j'ai juste oublié quelque chose dans la salle numéro 6, c'est tout. Et qu'est-ce que c'est, Sean? Qu'as-tu oublié? Il savait. Je le voyais dans ses yeux. Liam. La créature qui se cachait sous l'apparence de Liam savait ce que j'essayais de faire. Elle savait que je ne me laisserais pas berner par son jeu. J'ai entendu la porte du bureau s'ouvrir derrière moi. Des pas se sont approchés. « Sean, » a demandé David, « qu'as-tu oublié ?» Il m'a contourné et s'est placé à côté de Liam. Je devais les convaincre que je n'avais rien compris. Sinon, je ne pourrais pas me rendre à la salle numéro 6. Même si j'y arrivais, les règles stipulaient que je devais être seul. Il ne pouvait pas me suivre. J'ai oublié de nettoyer le liquide renversé. Je vais juste chercher des serviettes en papier dans la salle des poubelles et je vais finir. J'ai esquissé un faible sourire, maudissant ma voix tremblante. C'était un mauvais mensonge. Je l'ai vu dans les yeux de David. Il n'était pas convaincu. « Liam, aide-le, d'accord ?» a-t-il dit en se dirigeant vers le bureau. Liam m'a souri à nouveau. C'était horrible à voir. « Allez, viens, Sean » a-t-il dit en souriant. Nous sommes allés dans la salle des poubelles. Mon cerveau tournait à toute vitesse, tandis que j'essayais désespérément de trouver une issue à cette situation. Liam m'observait du coin de l'œil, attendant que je m'enfuis vers la salle numéro 6. Un plan désespéré mûrissait dans ma tête. C'était une aventure risquée, et, pour autant que je sache, les autres règles du cinéma ne s'appliquaient peut-être même pas à cet endroit, quel qu'il soit, mais c'était la seule façon de m'échapper qui me venait à l'esprit. Nous sommes entrés dans la salle des poubelles. Liam n'essayait même plus de se faire discret.
Il me regardait droit dans les yeux, toujours avec ce sourire effrayant. Sous le regard fixe de Liam, je m'avançai au fond de la salle des poubelles et le frappai au visage de toutes mes forces. La créature qui occupait son corps recula, surprise, et pendant la seconde que je gagnais, je m'agrippais à la grille d'aération au fond de la pièce, l'ouvrant au dernier moment. Les doigts de la créature m'attrapèrent d'eau par derrière et me retournèrent vers elle. L'apparence humaine que portait Liam commença à glisser comme une peau de serpent. Son visage devint disproportionné, ses yeux devinrent des gouffres d'ombre. Il me rit au visage. « Je savais que tu ne te laisserais pas tromper. Je le savais. Eh bien, le jeu est terminé. Il est temps que tu rencontres ton ombre, dit-il d'un ton dément. J'espère que tu te plairas ici, car tu resteras avec moi. » Je me débattais des jambes, luttant désespérément contre la force de la créature qui me serrait les bras. Je réussis à nous retourner, le plaquant contre un conduit d'aération ouvert. Il poussa un cri de douleur. Depuis que ton maître a instauré ces règles stupides, j'étais seul. Eh bien, ce n'est plus le cas. Toi d'abord, lui ensuite. Enfin, j'entendis ce que j'espérais désespérément entendre. Un bruit provenant du conduit d'aération derrière Liam. Le bruissement d'une multitude de pattes fines. La créature n'eut qu'une seconde pour comprendre ce que j'avais fait. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non !» Puis elle fut projetée en arrière, entraînée dans la ventilation par une force terrible. Ses os craquèrent lorsque son dos et ses jambes se plièrent à des angles inimaginables. Puis elle disparut. Hurlant et jurant, je m'écartai du mur. Je n'avais pas beaucoup de temps. Alors que je courais à travers le hall vers la salle numéro 6, la créature qui portait le corps de David s'échappa du bureau. Elle poussa un cri de frustration et se précipita vers moi. J'atteignis la salle numéro 6. Mon ombre se tordait sur le sol, essayant de m'atteindre, mais elle n'y parvenait pas, à quelques centimètres près. David était à quelques mètres de moi, un cri de colère et de désespoir remplissait l'air. J'ai ouvert la porte, j'ai sauté à l'intérieur et je l'ai refermée derrière moi. Le silence s'est abattu comme une pierre. J'ai rouvert la porte avec précaution. Le hall était vide. J'ai regardé en bas et j'ai poussé un soupir de soulagement. Mon ombre était de nouveau à mes pieds. Règle numéro 8. Si un sac poubelle commence à bouger fortement ou à faire du bruit, jetez-le dans le vide-ordures spécial de la salle des poubelles. N'ouvrez pas le sac. L'une de nos tâches consiste à nettoyer la salle des poubelles après chaque service. Cela signifie qu'il faut charger toutes les poubelles sur un chariot et les transporter dans le parking souterrain, d'où elles sont ramassées une fois par semaine par un camion. La règle numéro 8 est probablement la pire. Après la règle numéro 4, elle n'est pas aussi traumatisante, mais elle peut tout de même rendre fou si on y pense trop. Elle m'a certainement rendu assez malheureux lorsque je l'ai découverte pour la première fois, il y a environ 1 an. J'avais presque fini avec les ordures ce jour-là. Encore un tour avec le chariot, et c'était tout. J'attendais avec impatience la fin de mon service et le réconfort de mon lit à la maison. C'est alors que le sac poubelle a bougé et tombé par terre avec un bruit humide et organique et s'est mis à crier. « À l'aide! Oh mon Dieu! Aidez-moi, s'il vous plaît !» J'ai crié et j'ai reculé. Le sac se tordait sur le sol, tandis que celui qui se trouvait à l'intérieur se débattait pour déchirer le plastique épais. « S'il vous plaît !» a-t-il crié à nouveau, paniqué. « Mon Dieu, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. Je ne peux pas respirer. » Mon cœur battait à tout rompre. Les doigts tremblants, je me suis penché vers le sac pour le déchirer et libérer la personne enfermée à l'intérieur. J'ai attrapé le plastique et je me suis figé. Règle numéro 8. La créature dans le sac a crié de douleur et de peur. « Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, vous devez m'aider. » Elle s'est mise à sangloter
Le plastique tremblait et se contractait. Un frisson me parcourut le dos. Cette créature semblait humaine. Elle semblait souffrir. Elle semblait réelle. Mais cet endroit m'avait appris à ne croire ni ce que j'entendais, ni ce que je voyais. Je saisissais prudemment le sac. Une main sortit de la masse grouillante et m'agrippa l'avant-bras. Je poussai un cri et reculai, m'échappant de l'emprise de la créature. « Aidez-moi! Vous devez m'aider! Je ne peux pas bouger! Je ne peux pas respirer! Je ne peux pas! » La main était bien réelle. Je sentais encore sa prise là où elle m'avait attrapé. La main était de taille humaine, mais aucun être humain ne pouvait tenir dans ce sac. J'avais attrapé une masse difforme et amorphe. Des mains m'agrippaient à travers le plastique tandis qu'il me suppliait de l'aider. Titubant sous son poids, je l'ai traîné jusqu'au vide-ordures et l'ai jeté en bas. Il s'est agrippé au bord avec ses mains. « S'il vous plaît, a-t-il gémi. « Je ne peux pas revenir. S'il vous plaît, ne faites pas ça. » J'ai abaissé le couvercle du vide-ordures sur ses doigts. Il a crié, a glissé dans la chute et a griffé les parois avant de disparaître dans l'obscurité et de se taire. Règle numéro 9. Si quelqu'un sort de la salle numéro 3 pendant la séance, faites tout ce qu'il vous demande. Informez immédiatement le responsable. Pour toutes les mauvaises raisons, cette histoire ne ressemble pas aux autres que j'ai racontées. Cette histoire sera différente et je ne suis pas sûr que cela me plaise. Je ne sais pas où elle va me mener, moi, et ce cinéma. Parce que cette histoire s'est produite hier. Même si David s'est adouci avec le temps, je pense qu'il me fait même confiance. Il n'a rien dit à propos de la salle numéro 3. Honnêtement, j'avais trop peur de poser des questions. Alors, la règle numéro 9 a toujours été source de mystère et d'une bonne dose d'appréhension. Aucune des personnes à qui j'ai posé la question ne se souvenait d'un cas où elles avaient dû la respecter. Aussi étrange que cela puisse paraître, personne n'était jamais sorti de la salle numéro 3 pendant une projection, du moins depuis que je travaille ici. Personne ne se souvenait que David ait jamais expliqué cette règle, ou même en ait parlé. La règle numéro 9 était aussi mystérieuse que la salle à laquelle elle se rapportait. Rien ne pouvait donc me préparer à la journée d'hier. Lorsque la porte s'est ouverte et qu'un homme élégamment vêtu s'est sorti de la salle numéro 3, je suis resté figé sur place. Aucune expérience professionnelle ici ne pouvait me préparer à cela. Il s'est approché de moi tandis que je restais là, le regardant avec étonnement et crainte. « Bonsoir, monsieur », a-t-il dit. Sa voix était calme, sans émotion, comme une feuille blanche. Mais contrairement à la créature de la règle numéro 4, il était indéniablement humain. « bonsoir », ai-je finalement murmuré. L'homme a esquissé un léger sourire. « Je souhaite parler au directeur. »« Merde. »« Bien sûr, par ici, monsieur. » ai-je répondu, essayant de feindre un calme que je ne ressentais pas. J'aurais voulu dire à cette créature de rester où elle était. J'aurais voulu prévenir David. Mais mon cerveau était comme figé dans la glace, léthargique et insensible. Nous nous sommes approchés du bureau et sommes entrés. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. David a levé les yeux, a vu l'homme et est devenu d'une pâleur maladive. Règle numéro 9. Sean? Oui? Laisse-nous. S'il te plaît. Attends-moi dehors. J'ai obéi. Rien n'aurait pu me faire rester dans cette pièce. Absolument rien. Je suis sorti dans le hall et j'ai attendu. Le temps passait. J'entendais des murmures provenant du bureau. Parfois, la voix de David s'élevait, et je jurerais qu'à un moment donné, je l'ai entendu pleurer. Une demi-heure s'écoula avant que David n'ouvre la porte et ne sorte. Il était encore plus pâle qu'avant, comme si tout son sang avait quitté son corps. Ses mains tremblaient légèrement. Mais une seconde avant qu'il ne referme la porte, j'ai aperçu la pièce derrière lui. Elle y était, vide. L'homme était parti. « David ?» ai-je demandé prudemment,
ne sachant pas quoi dire. Tout va bien? Que s'est-il passé? David m'a regardé fixement. Ses yeux étaient en eau rouge et injectés de sang. Rentre chez toi, Sean. Repose-toi. Dors. Prépare-toi. Tona, pourquoi? Me préparer à quoi? Demain, nous enfreindrons les règles 10 et 11. Aller travailler hier a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. L'attente et la peur se mélangeaient en moi, à parts égales. La recommandation de David de me reposer et de dormir s'est avérée impossible à suivre, et j'ai passé toute la nuit à redouter ce qui allait se passer. Le matin, quand je suis arrivé au travail, j'ai découvert que le cinéma était vide. Une pancarte à l'entrée indiquait « Fermé temporairement pour cause de panne technique ». David était déjà là. Il était assis dans son bureau plongé dans l'obscurité, le regard fixé sur le mur. Je suis entré et me suis arrêté près de la porte. Je n'ai pas eu le courage de l'interrompre dans ses réflexions. Finalement, il a levé les yeux. « Sean », a-t-il dit d'une voix vide, « je suis désolé. J'étais perdu dans mes pensées. » Il se leva et s'approcha de moi. « Vous avez dit que nous allions enfreindre les règles aujourd'hui ?» demandai-je. « Oui, les 2 règles 10 et 11. Règle numéro 10. Si vous trouvez un livre relié en cuir noir sur le site, ne l'ouvrez pas. Règle numéro 10, le livre noir, comme nous l'appelions. Vous le voyiez presque à chaque quart de travail, et résister à l'envie de l'ouvrir était l'une des premières 2 choses que vous appreniez dans ce travail. Personne ne savait ce que contenaient pas ces pages jaunies et anciennes. Ils se déplaçaient mystérieusement. Vous pouviez l'apercevoir dans un coin de la salle des poubelles, appuyé contre le mur de manière intrigante. Vous pouviez vous rendre dans la salle ou dans le bureau, pour la voir d'abord sur le sol dans le hall, puis dans le bureau même, posée sur le bureau de David, comme si elle avait toujours été là. Nous n'avons jamais vu David l'ouvrir. Il semblait que j'allais enfin le voir. Il nous a fallu un temps inhabituellement long pour trouver le livre. Nous avons d'abord fouillé le bureau et le hall d'entrée, puis les chambres, avant de retourner au bureau, découragé, pour finalement le trouver sur l'un des classeurs de David. Il a reniflé avec dédain et est allé le chercher. Ses pages anciennes, jaunies de par le temps, craquèrent lorsqu'il l'ouvrit délicatement. De là où je me tenais, je ne pouvais pas voir les mots à l'intérieur, et je m'avançai pour regarder par-dessus son épaule. David referma la couverture. « Ce n'est pas encore le moment, Sean. Bientôt. » Ma colère éclata. « David, je ne sais rien de ce qui se passe. Je ne sais pas ce que nous faisons ici aujourd'hui, ni pourquoi nous enfreignons nos règles. Je ne m'attends pas à ce que tu me dises tout, mais tu dois me donner au moins quelques informations. » Ma colère s'éteignit aussi vite qu'elle était apparue. Je me suis rendu compte que, malgré tout, c'était mon employeur. David a esquissé un sourire ironique. Il y a eu un silence d'1 seconde. « Tu as raison, Sean. Tu mérites d'en savoir un peu plus. Je suis désolé. Après 15 ans dans ce métier, on prend l'habitude de ne pas en dire plus que nécessaire. Il y a 13 ans, j'ai commis une erreur, Sean. La salle numéro 3 m'a trompé en utilisant mon attachement à un être cher. J'ai ouvert la salle. Cela a failli nous mener tous à la catastrophe. L'ironie, c'est que seule la victime de celui que je pensais sauver a permis de retarder la catastrophe. Retarder? Oui, Sean, nous avons gagné du temps. Hier, ce temps a expiré. Si nous n'agissons pas, la salle numéro 3 n'aura plus besoin que quelqu'un l'ouvre. Elle s'échappera d'elle-même, et je ne peux pas laisser cela se produire. Et le livre, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on peut le qualifier de guide. Toutes les règles du cinéma y sont consignées. Il regarda à nouveau les pages. Je compris que son rapport d'information improvisé était terminé. Je pouvais me réjouir du peu que j'avais appris. David tourna quelques 100 pages, parcourant leur contenu du regard, avant de pointer une partie de la page et de sourire. « Sean, je vais te demander de sortir de la pièce pendant un moment. Ce ne sera pas long. Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. »
J'hésitais, mais j'obéis. Debout devant la pièce, je voyais l'ombre de David sur les stores baissés de la fenêtre de son bureau. Alors qu'il se déplaçait, une autre ombre apparut soudain derrière lui. Elle le contourna jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face. Une autre s'y est déjointe, puis une autre, encore. J'ai entendu des voix étouffées. David semblait déterminé et ferme. Les voix qui lui répondaient, dont beaucoup parlaient en même temps, se couvrant les unes les autres, étaient des chuchotements aigus, mais à peine audibles, comme le bruit d'un couteau glissant sur la peau. Les ombres se sont rassemblées autour de David. Il se tenait immobile, les mains tombées de le long du corps. Les ombres ont bondi, elles ont glissé, se fondant dans l'ombre de David, et ont disparu. Sans attendre d'ordre, j'ai couru vers le bureau. J'ai enfoncé la porte. David se tenait debout près de son bureau, s'appuyant dessus, épuisé, haletant. Mais il était indemne. « Que s'est-il passé, bon sang ?» demandai-je. « Qui éteignait ces créatures ?» David sourit. « Je pense qu'on peut les appeler des messagers ou des surveillants. »« David, pourrais-tu, pour une fois, ne pas parler par énigme ?» dis-je, agacé par le fait que, même maintenant, on me maintenait dans le principe « ne sache que ce que tu dois savoir ». J'ai fait appel à ce à quoi je n'aurais pas dû faire appel, Sean. Mais aujourd'hui est une journée difficile et les situations désespérées exigent des mesures désespérées. Allons-y, elle devrait bientôt arriver et je ne voudrais pas la faire attendre. Il passa devant moi, toujours avec le livre noir à la main. Une seconde plus tard, je le suivis dans un silence déçu. En ouvrant la porte du bureau, je compris de quoi il parlait. Règle numéro 11. Si une femme en robe noire vous propose un verre, refusez. Une femme se tenait devant nous. Elle était grande, plus grande que nous deux, et son visage pâle contrastait avec ses cheveux noirs comme du jais. Elle portait une robe noire fluide, couleur nuit. Elle tenait dans ses mains une coupe en bois, sculptée. J'avais déjà rencontré la dame en noir. Elle, ou cela, errait souvent dans le cinéma, arrêtant de temps en temps les contrôleurs pour leur proposer de boire dans sa coupe. Le liquide à l'intérieur était transparent et ressemblait en tout point à de l'eau ordinaire. Pour une raison quelconque, j'ai toujours douté qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi inoffensif. Heureusement, elle ne nous a jamais forcés à boire, ce qui en faisait l'une des créatures les moins dangereuses que l'on pouvait rencontrer ici. Lorsque vous refusiez, elle acquiesçait silencieusement, avec compréhension, et continuait son chemin. Maintenant, elle était là. « Accepteras-tu ma coupe ?» dit-elle dans un murmure. Sa voix était faible et d'une tristesse incompréhensible. J'étais sur le point de refuser. C'était presque devenu un réflexe, acquis au fil de nos dizaines de rencontres. Mais mes mots restèrent coincés dans ma gorge lorsque je compris qu'elle ne me regardait pas. Elle parlait à David. Il resta silencieux pendant une seconde. « Je l'accepterai, » répondit-il finalement. « David, qu'est-ce que tu... » commençai-je confus et paniqué. Il m'interrompit. « Il faut le faire, Sean. Il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter ce qui va arriver, » dit-il avant de se tourner à nouveau vers la dame en noir. « Ça l'a été long. » Elle le lui sourit faiblement et lui tendit la coupe. « Bois. » David prit la coupe. Il hésita un instant, indécis. Soudain, son visage se durcit. Il but rapidement le contenu de la coupe. Puis il haleta, vacilla et la laissa tomber sur le sol dans un bruit sourd. Il s'appuya lourdement sur moi et je faillis tomber sous son poids soudain. Son visage était d'une pâleur maladive. Il toussa et des éclaboussures rouges tombèrent sur le sol. « Tu as payé le prix, » murmura la dame. « Je l'ai payé, » répondit David, secoué par une nouvelle quinte de sang. « Maintenant, c'est à toi de respecter ta part du marché. » « En effet, que cherches-tu » Elle sourit tristement. « Je cherche un moyen d'empêcher la salle numéro 3 de se libérer. » David choisissait soigneusement ses mots.
Je compris qu'il n'avait droit qu'à un seul essai. La dame fronça les sourcils. « Tu ne vas pas aimer la réponse, mon enfant, » murmura-t-elle. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux savoir ?»« J'en suis sûr, bon sang, » murmura David entre ses dents serrées. Un mince filet rouge coula au coin de sa bouche. « Parle. » La dame se pencha vers son oreille. Elle lui murmura des mots que j'espère ne jamais avoir à entendre. Puis, elle se redressa. L'affaire était conclue. Adieu, David. Elle se retourna et s'éloigna de nous comme si de rien n'était. Elle tourna au coin de la rue. Pour une raison que j'ignore, je savais que si je la suivais, elle ne serait plus là. David se tourna vers moi. Du sang coulait maintenant aussi du coin de ses yeux. Le livre noir tomba de ses doigts. « David, qu'as-tu fait? Que se passe-t-il » murmurai-je. « Que t'a-t-elle dit ?» Je dus me pencher pour entendre sa réponse, sa voix s'affaiblissant à chaque mot. « Va dans la salle de projection. Sean, allume tous les projecteurs, fais-le maintenant, vite !» L'ordre dans sa voix était absolu. Je courus vers la salle de projection. J'actionnai rapidement chaque interrupteur, passant d'un projecteur à l'autre. L'air se remplit du bourdonnement des mécanismes. Bien que le cinéma fût vide, chaque salle projetait désormais un film. Je compris ce que David était en train de faire. Je compris trop tard. Je me précipitai vers le hall d'entrée, sautant par-dessus les 3 marches de l'escalier depuis la cabine. Je devais arriver à temps. Je le devais. Il n'était plus devant le bureau. Le livre noir gisait sur le sol, ouvert depuis sa chute, seul signe de sa présence. Je me précipitai vers lui et regardai dans le hall. Bien sûr, David se tenait devant la salle numéro 3. Sa main était sur la poignée. Il se retourna vers moi, les yeux injectés de sang. « David, ne fais pas ça !» criai-je. « 13 ans, Sean, utilise-les à bon escient !» me cria-t-il. Il a souri, puis il a ouvert la porte. De l'autre côté, l'obscurité était totale. Toute lumière s'arrêtait dès qu'elle atteignait le seuil. David n'a pas hésité. Il a fait un pas en avant et a fermé la porte derrière lui. Je suis resté cloué sur place. Il était parti. Un grondement a retenti et la terre a tremblé. La porte de la salle numéro 3 vibrait dans son cadre, tandis que ce qui se trouvait à l'intérieur poussait contre les murs, cherchant à s'échapper. Mais c'était en vain. Quoi que David ait fait, quoi que sa victime ait accompli, cela avait maîtrisé la salle numéro 3, l'avait à nouveau immobilisé, avait gagné du temps. Le grondement s'estompa. La porte cessa de trembler. Le silence s'installa. Le bruissement des pages en bas attira mon regard. Je regardai le livre à mes pieds. Il était ouvert à la dernière page. Il n'y avait qu'une seule phrase écrite à l'encre noire. Règle numéro 12, il doit toujours y avoir un manager.